Donc, vouloir réviser certains articles de la Constitution, c'est vraiment être irresponsable. C'est aller à l'encontre, de l'hymne national même. C'est casser l'élan dont on parle dans notre hymne national. Parce que quand vous voulez réviser la Constitution et toucher aux articles interdits, et les raisons pour lesquelles ces articles ont été interdits de ne pas être révis sont toujours d'actualité. Donc il est malsain, il est malhonnête, il est patricide de vouloir toucher à ces constitutions aujourd'hui. En fait, dans les concrets, il n'y a aucune disposition légale qui permet aux nouveaux acteurs ou à ceux-là qui ont gagné aux élections de pouvoir passer une année ou 2 ans de tractation. Mais vous, non, c'est faux. Le chef de l'État a une mainmise. Donc, je m'en vais vous dire que c'est le chef de l'État qui dirige tous les conseils ministres. Oui, il dirige le conseil des ministres, mais il n'a pas le pouvoir de révoquer, par exemple, directement un premier ministre. Ça pose problème. Écoutez, je m'en vais vous dire que... Le Rwanda. Mais comment voulez-vous qu'on nous respecte si nous-mêmes, nous ne savons pas nous respecter et par ricochet nous faire respecter? Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux si nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux par rapport à certaines choses? Je me mets à la place du militaire congolais qui est au front, qui reçoit un salaire maigre, qui veut donner son sang pour son pays et qui sait qu'il est en train de lutter avec les rebelles ou les militaires rwandais au front. Et vous, qui êtes des acteurs politiques, vous recevez les ministres des Affaires rwandaises en pompe. Ça fait mal. Voilà, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Congo Diaspora News. Et c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous servir dans le cadre de ce magazine Point de Vue. Un magazine, comme vous le savez, qui donne la parole à la diaspora congolaise pour opiner sur toutes les grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo et aussi dans le monde. Comme vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la modification ou encore le changement de la Constitution. On en parle dans cette émission avec un invité. Nous allons aussi évoquer l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis. Quelles sont les implications pour le peuple africain? On en parle avec mon invité. Mais avant de lui donner la parole, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier les personnes qui nous soutiennent. Papa Félix Ngoy Fox, la force tranquille de Kentucky, merci, ainsi que sa femme, maman Sophie Kapangala, merci pour votre soutien. Je n'oublie pas mon grand frère propre, le vieux Didier Kabemba, Djika, moi en Belgique, vous nous suivez de quelque part. Merci beaucoup pour votre soutien et aussi je remercie maman Pembechero, vous nous suivez depuis quelque part, la grande dame au cœur très aimant, merci pour votre soutien. Voilà, messieurs Guy, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Serge, pour m'avoir invité sur le plateau de Congo Diaspora News. Merci beaucoup d'avoir honoré ce plateau par votre présence. Je sais que c'est la première, mais pas la dernière. Quelles sont vos impressions en arrivant dans cette émission? En fait, je suis content, comme je viens tout à l'heure de le dire, sur l'invitation que vous m'avez donnée pour venir donner mon point de vue comme un Congolais faisant partie de la diaspora.
et que, vu les questions de l'ère, il était assez important que les Congolais que nous sommes, nous puissions nous prononcer sur la révision de la Constitution et certaines informations qui sont à la une dans notre pays. Donc je suis content, je vais pouvoir me défendre, je vais pouvoir émettre un point de vue d'un Congolais qui vit à la diaspora par rapport aux questions brillantes du pays. Voilà, merci. Mais avant de vous poser la première question en rapport avec notre premier sujet, je vous demande de suivre avec moi cet élément et on se retrouve juste après. Sabino que constitution nabiso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs namboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana. Du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. À cet effet, mobiliser les Congolais à créer des comités de résistance et de sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi à la tête du pays. Rappeler Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution, sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose: quitter le pouvoir en 2028. Voilà, de retour sur ce plateau, Monsieur Guy, vous avez suivi avec moi le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi, lors de son discours à Kisangani, où il a évoqué carrément le changement de la Constitution qui va intervenir incessamment. Êtes-vous d'avis avec M. Félix lorsqu'il dit que la Constitution actuelle de la République démocratique du Congo est une constitution des étrangers? Bon, c'est son point de vue, M. Tshisekedi, qui joue le rôle du président de la République actuellement. Je respecte son point de vue, mais à la lumière de l'histoire du Congo, à la lumière de questions culturelles, à la lumière de questions qui ont fait que cette constitution-là soit élaborée, je voudrais donner mon opinion en disant que la constitution congolaise actuelle est le fruit d'un long travail fait par des Congolais. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a eu des étrangers qui ont participé à l'élaboration de la dite constitution, mais dès lors que cette constitution a été votée, a été soumise au référendum populaire et que cette constitution a été promulguée par les chefs de l'État, par Joseph Kabila, en date du 18 février 2006, il est un peu injurié de dire que cette constitution a été faite par des étrangers. Je crois que M. le Président devrait mettre un peu d'eau dans les vins, parce que là, c'est la nation, il s'agit de la nation. En fait, je pourrais aussi dire que il y a intention, venant de la part des présidents, de pouvoir faire la révision de cette constitution. Voilà pourquoi il a jeté en pâture cette constitution, disons. Mais il n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit que cette constitution a été écrite par les étrangers sans les Congolais? C'est pour cette raison qu'il dit que c'est une constitution des étrangers. Il n'a-t-il pas raison? Non, je connais que la constitution a été rédigée par des personnes comme les Congolais qui vivent en Belgique, j'ai oublié le nom. Bob Kabamba. Bob Kabamba, voilà. Monsieur Bob Kabamba était l'une des personnes qui ont pu participer à l'élaboration de la dite constitution. Et
la Constitution, je reviens à le dire, c'était d'abord un projet de loi qui a été révisé par les législateurs congolais dans la période des transitions. À cette époque-là, c'est Olivier Kamitatu qui était président de l'Assemblée nationale et nous sommes allés voter au mois de décembre 2005, le référendum. Le peuple congolais a dit, je dis bien le peuple congolais a dit oui à cette constitution. Je ne dis pas que cette constitution est dépourvue de défauts. La Constitution peut présenter certains défauts, mais à partir du moment où la Constitution a été défendue, allais-je dire, à partir du moment où la Constitution a été présentée aux Congolais au référendum et que le peuple congolais a dit oui à cette Constitution et que la Constitution a été promulguée par les présidents de la République de l'époque, Joseph Kabila, et c'est injurieux pour moi de dire que cette constitution a été écrite par les étrangers. Et d'ailleurs, s'il faut, je m'excuse, s'il faut parler de l'histoire, on pouvait tout faire pour que cette constitution ne puisse pas arriver au référendum, qu'elle soit votée par les Congolais, parce qu'elle a été écrite, soi-disant, par les étrangers. Là n'est pas la raison pour laquelle, à l'époque, l'UDPS, qui est le parti de l'actuel président de la République, avait demandé au peuple congolais de voter non. Parce que, à l'époque, avec le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, il savait que cette constitution était une constitution des étrangers. Je vous souviendrai que M. Tshisekedi, M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba a été candidat à la présidence aux élections de 2011 et le pays a été géré, ou le pays était sous l'emprise de la même constitution. Et je vous souviendrai aussi que c'est avec la même constitution que M. Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, a pu prêter serment dans sa résidence délimitée. Dans sa résidence. On se souvient de l'histoire. Délimitée. Donc, on voudrait bien tirer les draps de son côté pour pouvoir dire aujourd'hui que cette constitution a été écrite par les étrangers. Mais là n'est pas la question en réalité. Est-ce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il est opportun de réviser cette constitution ou encore de la changer? Bon, parler de la révision constitutionnelle, c'est pas un tabou. D'ailleurs, c'est une matière constitutionnelle, parce que la révision de la Constitution est constitutionnelle. Il y a des articles qui parlent de la révision constitutionnelle. Concrètement, il y a tout un titre, le titre 7 de notre Constitution parle de la révision constitutionnelle. Et dans ce titre, il y a 3 articles, c'est l'article 218, 219 et 220 qui parlent de la révision constitutionnelle. Donc, s'il faudrait parler de la révision constitutionnelle, il n'y a pas de problème. La vraie question serait, qu'est-ce qui serait traité comme matière de révision pour cette constitution-là? Mais beaucoup de ceux qui prônent pour la révision ou encore le changement disent que cette constitution contient des articles qui sont caducs, qui ne répondent pas aux aspirations profondes du peuple congolais actuellement. Je vais en venir au concret. Si vous lisez sérieusement l'article, si vous lisez sérieusement la constitution actuelle, c'est à la portée de tout le monde, il y a des applications. Le mal avec nous, les Congolais, très peu nombreux lisent. Beaucoup de gens se contentent des résumés, des commentaires faits par les politiciens et connaissant l'éthique et la déontologie des politiciens congolais qui laissent à désirer, alors beaucoup de gens s'emportent dans des discussions qui ne comprennent rien. Il faut bien lire la Constitution. La Constitution congolaise prévoit sa révision, mais il y a des matières qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Parce que c'est très, très capital, d'autant plus que cette constitution, c'est les fruits d'une histoire. On a connu un Mobutu dans notre pays qui a voulu s'éterniser au pouvoir et il y a eu des pratiques malsaines qui n'ont pas aidé les pays à aller de l'avant. C'est comme ça qu'il y a eu des articles qui ont été verrouillés pour que nous ne puissions pas rentrer dans un passé néfaste. Vous savez, vous conviendrez avec moi que le pays a été divisé. Le pays a été divisé et on a eu à faire beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui nous soyons dans un Congo encore uni. Tant bien même une grande partie de notre pays échappe à notre contrôle. Donc, vouloir réviser certains articles de la Constitution, c'est vraiment être irresponsable. C'est aller à l'encontre, de l'hymne national même. C'est casser l'élan dont on parle dans notre hymne national. Parce que quand vous voulez réviser la Constitution et toucher aux articles interdits, et les raisons pour lesquelles ces articles ont été interdits de ne pas être révis, sont toujours d'actualité. Donc il est malsain, il est malhonnête, il est patricide de vouloir toucher à ces constitutions aujourd'hui. Mais justement, par exemple, lorsqu'on évoque le mandat du chef de l'État, oui. Quand vous suivez le secrétaire général de l'UDPS, il dit dans ses propos que le mandat du président de la République ne serait en réalité que de 3 ans, d'autant plus que la première année, il y a les tractations pour former le gouvernement et la dernière année, c'est une année électorale. Voilà la raison qui pousse les autres à dire qu'il faut carrément toucher à ces articles-là ou encore changer carrément cette constitution. En fait, dans les concrets, il n'y a aucune disposition légale qui permet aux nouveaux acteurs ou à ceux-là qui ont gagné aux élections de pouvoir passer une année ou 2 ans de tractation. Mais lorsque la Constitution demande, pendant qu'on veut former le gouvernement, qu'il faut qu'il y ait un informateur qui doit faire 30 jours et renouvelable une fois, tout ça prend du temps. On l'a vécu avec le deuxième mandat de Tshisekedi. Il a eu 6 mois avant de mettre en place son gouvernement. La réponse est dans votre question. En fait, dans l'énoncé de votre question, vous avez dit que la Constitution dit que les régimes en place où le président de la République doit nommer un informateur avec un mandat d'une durée de 30 jours, une fois renouvelable. Ça fait 60 jours. Et d'après vous, de quelle loi ils se sont servis pour aller au-delà des 60 jours tels que donnés par la dite Constitution? Donc les tractations qui font que les discussions puissent régner et puissent durer pendant plus de 2 ans, la faute ne revient qu'au président et à son régime. Parce qu'à un moment donné, la Constitution doit être respectée des pieds. Donc la Constitution doit être respectée à la lettre, allais-je dire. Donc pour vous, il n'y a pas opportunité pour aujourd'hui que Félix Tshisekedi et son régime puissent réviser puissent procéder plutôt ni à la révision de la Constitution ou encore à son changement. Je me répète, ils peuvent revoir la Constitution, mais que les sujets qui vont faire objet de la révision constitutionnelle soient des sujets permis par la Constitution. En fait, si vous lisez l'article 220 de la Constitution, c'est écrit noir sur blanc que la forme de la République, la forme représentative du gouvernement, le pluralisme politique et syndical, le nombre et mandat du président de la République. Il y a encore un autre élément. Ces sujets-là, je m'en vais lire la Constitution, l'article des 220, pour vous faire voir que ces éléments-là, ou ces sujets-là,
sont d'office prohibés d'être débattus pour une quelconque révision constitutionnelle. Donnez-moi une minute, je vais pouvoir lire la Constitution que j'ai pu télécharger, comme tout le monde peut bien le faire. Et c'est l'article D120 de la Constitution. C'est un article verrouillé. C'est un article du titre 7, je lis, de la révision constitutionnelle. Il y a l'article 218 que je saute, il y a l'article 219 que je saute, et c'est l'article 220. Donc, dans les titres 7 de la révision constitutionnelle, il y a 3 articles, l'article 218, l'article 219 et l'article 220. Et l'article 220 parle de la révision constitutionnelle. L'article 220 parle des sujets qui ne peuvent pas faire objet de la révision constitutionnelle. Je m'en vais lire cet article. Article 220, la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, à la lumière de cet article, oui, il est possible de faire la révision constitutionnelle. D'ailleurs, je vous souviendrai, ça ne sera pas la première fois que cette révision pourrait être revue. Il y a déjà eu révision de la Constitution par la loi 11/00D du 20 janvier 2011. Il y a 8 articles qui ont été modifiés, mais ces articles-là sont, par exemple, l'article 71 a été modifié, l'article 110 a été modifié, l'article 126 a été modifié, l'article 149 a été modifié, l'article 197 a été modifié, l'article 198 a été modifié, l'article 210 a été modifié et l'article 226 a été modifié. Donc, tous ces 8 articles de la Constitution, de l'actuelle Constitution, ont été modifiés. Mais curieusement, les sujets concernant ces articles n'ont pas violé l'article 220. C'est là où il y a l'enjeu. Donc, oui, il y a eu révision constitutionnelle du temps de Kabila, mais on n'a pas touché à la forme de la République. On n'a pas touché au pluralisme politique et syndical. On n'a pas touché au nombre de mandats et on n'a pas touché aux 5 ans et au nombre de mandats d'un président de la République. On n'a pas touché au sujet dit interdit à la révision constitutionnelle. Mais lorsque le tendancier du pouvoir dit que le président de la République est bloqué, il ne sait pas développer le pays parce que la Constitution ne lui donne pas assez de pouvoir, assez de mainmise pour faire ce qu'il doit faire en tant que président. Ils ont raison de ce point de vue-là de toucher certains articles, par exemple le nombre de mandats qui permettent au président de la République d'avoir plus d'années pour réaliser son projet. En fait, toucher cet article-là est patricide. Pourquoi j'ai dit ça? Nous avons connu un Mobutu. Dans ces pays-là, il avait voulu s'éterniser au pouvoir. Raison pour laquelle les législateurs s'étaient mis d'accord pour pouvoir verrouiller cet article 220, les sujets qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et maintenant, quand ils disent que le chef de l'État n'arrive pas à bien gérer les pays, c'est faux. Mais comment est-ce que le chef de l'État... Pas à bien gérer les pays, mais à réaliser les aspirations profondes du peuple, d'autant plus qu'il n'a pas la même mise totale sur l'appareil de l'État.
vous, non, c'est faux. Le chef de l'État a une main mise. Je m'en vais vous dire que c'est le chef de l'État qui dirige tous les conseils ministres. Oui, il dirige le conseil des ministres, mais il n'a pas le pouvoir de révoquer, par exemple, directement un premier ministre. Ça pose problème. Écoutez, je m'en vais vous dire que si le président de la République trouve qu'il ne sait pas révoquer un premier... Comment ça, le président ne peut pas révoquer un premier ministre? Il y a des leviers. Là où la Constitution ne vous permet pas, là où la Constitution ne vous permet de rien faire, il y a des leviers politiques qu'il faut utiliser. Et d'ailleurs, vous savez... Pourquoi ne pas aller directement droit au but, changer la Constitution et dire dans la Constitution que le président peut révoquer, par exemple, directement un premier ministre si celui-ci ne travaille pas pour le compte du peuple? Mon frère, c'est aussi simple que ça, au lieu de passer par les dangers, comme lui demande l'actuelle Constitution. Les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est que aujourd'hui, dans la Constitution, vous voyez, on parle, même Tshisekedi, nous parlons des entités territoriales décentralisées, n'est-ce pas? Nous parlons des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire, nous voulons à ce que l'État puisse avoir une certaine forme pour que la gestion quotidienne soit assez allégée. Avec Mobutu, on avait un système centralisé, c'est les présidents qui géraient presque le tout. Et nous savons ce que le pouvoir peut faire à la main d'une personne. Quand une personne est beaucoup plus... quand une personne se retrouve avec beaucoup plus de pouvoir, s'il n'y a pas beaucoup des garde-fous, on finit toujours par en abuser. Raison pour laquelle on s'était dit que nous puissions plutôt être dans un régime semi-présidentiel. Comme ça, le président de la République aura une certaine part de responsabilité à co-gérer avec les ministres. Mais cela ne tienne. Le président gère les pays de par l'entremise du pouvoir judiciaire, de par l'entremise du pouvoir exécutif et législatif. Le président a largement assez de leviers. À la sortie des élections chaotiques de 2023, on nous a dit que l'Union sacrée de l'ICN avait la majorité parlementaire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la majorité parlementaire si ce n'est pour gérer les pays? Donc, il n'est pas opportun aujourd'hui à ces régimes de vouloir procéder à une révision constitutionnelle. C'est antidémocratique, ça viole la Constitution. C'est ça là le problème. Vouloir toucher à cette Constitution est déjà anticonstitutionnel. D'ailleurs, leur démarche de tenter à revoir la Constitution renforce au fait le bien-être de cet article 220. Donc, ils veulent plutôt faire voir aux gens pourquoi est-ce que cet article doit être là. Nous ne voulons pas retourner dans les déserts. Vous savez, maintenant là, nous sommes dans une situation, c'est comparable à la situation que les Israéliens vivaient dans les déserts. Donc, ils étaient en Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans les déserts, ils étaient guidés par l'ange et la colonne de feu, et c'était l'ange et la colonne de feu qui étaient les gardiens des Égyptiens dans les déserts. C'est le rôle que joue l'article 220 actuellement. Je ne sais pas si vous comprenez les parallélismes que je fais. Allez-y. Donc, vouloir faire sauter cet article, vouloir toucher à cet article, c'est dire que nous retournons en Égypte. Donc, M. Tshisekedi va se retrouver avec tout le pouvoir possible, ce qui est patricide. Mais beaucoup de gens, quand ça ne marche pas, ils ne pointent du doigt que le président de la République. Mais lui donner aussi les pleins pouvoirs, c'est aussi normal. Parce que quand ça ne marche pas dans le pays, les gens ne voient pas le Premier ministre, ils ne voient pas le ministre, ils voient directement le président de la République. Il endosse toute cette responsabilité. Donc, il est aussi de son droit de vouloir avoir le plein pouvoir. Mais mon frère, apparemment, ne minimisons pas le pouvoir qu'a le président de la République. Il
dit qu'il ne sait pas faire beaucoup trop ce qu'il a envie de faire parce qu'il est bloqué quelque part par cette constitution. Non, ça, c'est... Au lieu de nous montrer la lune, le chef de l'État nous montre son doigt. Expliquez-nous ça. Je voudrais par là dire que les problèmes, si le président est bloqué, moi je ne crois pas que ce soit la Constitution qui puisse les bloquer. C'est-à-dire, le président est bloqué pour des raisons que lui-même connaît, mais qu'il ne peut pas dire. Ce n'est pas la Constitution qui les bloque. Je vous rappelle que le chef de l'État a juré, quand il a prêté serment 2 fois. Il a prêté serment 2 fois en jurant fidélité à la Constitution. Et cette Constitution-là voudrait à ce qu'elle ne soit pas touchée en son article 220. C'est que nous ne voulons pas donner beaucoup de pouvoir à une personne. La RDC, telle qu'elle est actuellement, elle a plus besoin des institutions fortes et non d'un homme fort. Donc, vouloir modifier la Constitution en donnant beaucoup plus de pouvoir au président de la République, c'est plutôt vouloir renforcer une personne au lieu de vouloir renforcer les institutions. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent que le président Félix Tshisekedi chercherait à s'éterniser au pouvoir en voulant changer la Constitution? Mais il faut entendre parler les gens qui entourent le président de la République pour comprendre qu'il y a une nette volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, moi, je me pose la question de savoir si M. Tshisekedi maintenant est devenu un super homme, parce que je l'ai entendu dire qu'il était impossible à un homme normal de faire plus de 2 mandats dans un pays comme la RDC. Donc, je m'en vais aujourd'hui me poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que M. Tshisekedi puisse se sentir aujourd'hui un super homme. Mais il a fait des promesses qu'il n'a pas encore réalisées. Il a dit qu'il allait faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Donc, il lui faut un peu plus de temps pour réaliser ce projet-là. Il a raison quelque part. Non. Un pays, en fait, la gestion d'un pays s'inscrit dans les cadres de... en anglais, on dit... attendez, on dit quoi là? On parle de l'amélioration continue. Vous voyez? Donc, les pays s'inscrivent dans un cadre d'une amélioration continue. Vous pouvez avoir... On peut donner 100 ans, M. Tshisekedi n'aura pas terminé tous les projets qu'il aura dans sa tête. M. Tshisekedi a tout donné au pays et il montre ses limites. D'ailleurs, il avait déjà commencé à montrer ses limites depuis longtemps. Il dit qu'il est mal entouré, mais il ne dit pas qu'il est mal entouré personnellement. Mais les personnes qui défendent les régimes disent que le président est mal entouré, alors que c'est le président qui choisit les personnes qu'il nomme au poste important du pays. Donc, si ces personnes-là n'arrivent pas à répondre aux besoins du président pour servir le pays, la faute ne revient qu'à la personne qui les a choisis. Maintenant, on se pose la question, il fait encore beaucoup plus de temps à la présidence du pays. Qu'est-ce qui nous dit qu'il va changer? Qu'est-ce qui nous prouve que ces choix sur les personnes qu'il choisit pour gérer les pays dans sa quotidien, gérer les pays au quotidien va changer. Donc, M. Tshisekedi a déjà montré ses limites. Je suis désolé de dire que vouloir toucher la Constitution à cet article-là, c'est patricide. Ça va créer des frustrations. Et d'ailleurs, je m'en vais vous rappeler que les personnes qui vont traiter de la révision constitutionnelle, ce sont les députés qui sont ici des élections chaotiques. Je vais vous dire une chose, mon frère. Si vous lisez très bien la Constitution qu'on vilipende aujourd'hui, il y a un préambule, il y a des titres, il y a 229 articles. Si vous lisez très bien cette Constitution, vous allez voir que
les législateurs se sont arrangés de sorte à ce que le pouvoir, les pays ne soient pas entre les mains d'une seule personne qui est le président de la République. Parce qu'on a déjà eu un Mobutu qui s'en était abusé. Joseph Kabila est venu, il s'en est aussi abusé. Et Tshisekedi voudrait être dans la même voie. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire autour de la révision constitutionnelle, ça renforce au fait le bien-être de cet article-là. Cet article doit être défendu par tous les Congolais. Voilà. Par tous les Congolais. Merci à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Je rappelle que je reçois sur le plateau de Point de Vue Monsieur Guy Bikakala. Il est donc observateur et analyste politique de la vie politique congolaise. Avec lui, nous sommes en train de parler de quelques questions d'actualité, notamment la révision de la Constitution. Monsieur Guy, quel peut être le rôle de la diaspora en ce moment net où le pays traverse une sorte de crise en rapport avec le changement ou non de la Constitution? En fait, il nous faudrait, nous, Congolais de la diaspora, savoir que nous n'avons qu'un seul pays, le pays de Lumumba, le pays de François Malula, le pays de Kimpavita, c'est notre pays, c'est le pays qui nous a vu naître, c'est notre seul patrimoine commun et qu'il nous faut le défendre corps et âme. Alors, nous devons passer à l'action, à une mobilisation de masse pour pouvoir dire aux Congolais que vouloir toucher à la constitution de notre pays à l'heure actuelle, c'est nous ramener en arrière. Ça va créer des frustrations, des tensions, alors que le pays est déjà dans un état chaotique. En fait, vouloir réviser la constitution à l'heure actuelle, c'est mettre le feu dans les poudriers. Voilà. Mais la diaspora congolaise semble être un peu distraite. On l'a vu au Sénégal, c'est la diaspora qui a boosté les choses pour que l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, ne puisse pas modifier la constitution ou encore vouloir s'éterniser au pouvoir. Mais la diaspora congolaise semble être un tout petit peu distraite. Quelles sont les actions qui peuvent être vraiment menées par la diaspora congolaise pour essayer un peu de mettre de l'eau au moulin du peuple congolais par rapport à cette question? En fait, c'est par exemple ce genre d'émission, passer à la vulgarisation, aider les gens qui sont au pays à pouvoir faire passer les messages, leur faire voir les dangers qu'il y a de vouloir réviser la Constitution. En fait, la diaspora congolaise a le devoir de militer en fait, pour que les choses puissent aller dans le respect de la Constitution de façon démocratique. Il nous faut passer à la mobilisation, il nous faut vulgariser le bien-être de la Constitution actuelle. C'est vrai, elle peut être révisée, mais que les sujets dont l'article 220 parle, qui sont des sujets tabous alors à la révision constitutionnelle, ne puissent pas être objet de la révision. Là, il y a vraiment une nuance. La diaspora congolaise, de toutes les façons, les gens qui font bouger un pays, ce n'est qu'une minorité. Donc, il ne faudrait pas s'attendre à ce que tous les Congolais de la diaspora puissent prendre à bras le corps cette affaire de la révision constitutionnelle. Il n'y a qu'un petit groupe de gens qui peuvent faire bouger les choses. Voilà, merci beaucoup Monsieur Guy. Nous allons prendre une petite pause en suivant ces petits éléments et puis on se retrouve juste après pour poursuivre notre émission. C'est parti. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave
et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons, vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères. Voilà, on est de retour sur ce plateau. Monsieur Guy, vous venez de suivre avec moi cet élément où on voit le ministre rwandais des Affaires étrangères être accueilli en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Quelles sont vos impressions lorsque vous regardez ces images? Bon, c'est la mort dans l'âme, malheureusement. On est Congolais et quand nous voyons ce qui se passe dans les pays par rapport à l'arrivée du ministre rwandais des Affaires étrangères, allais-je dire, reçu en pompe, avec grands honneurs militaires, par des acteurs politiques qui se disent être victimes du Rwanda, de l'armée rwandaise, de la rébellion congolaise. Qui est-ce qui se disent être victime de la rébellion congolaise aidée par le Rwanda? Et quand on voit un ministre rwandais des Affaires étrangères récit en pompe, ça fait mal au cœur. Mais quel message donnons-nous? Ça passe comme message. Voilà, d'autant plus que vous le réponds. président de la RDC évoque partout où il passe que son pays est agressé par le Rwanda. Mais comment voulez-vous qu'on nous respecte si nous-mêmes nous ne savons pas nous respecter et par ricochet nous faire respecter? Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux si nous-mêmes nous ne sommes pas sérieux par rapport à certaines choses? Je me mets à la place du militaire congolais qui est au front, qui reçoit un salaire maigre, qui veut donner son sang pour son pays et qui sait qu'il est en train de lutter avec les rebelles ou les militaires rwandais au front. Et vous, qui êtes des acteurs politiques, vous recevez les ministres des Affaires rwandaises en pompe. Ça fait mal. Mais une autre question que beaucoup de gens se posent, qui a donné l'ordre à ce gouverneur militaire d'aller recevoir ce ministre-là avec tous les honneurs possibles? D'où est venu l'ordre de recevoir ce ministre? Parce qu'on ne comprend pas, il y a des services de sécurité dans ce pays-là, donc ils étaient au courant que le ministre allait venir, mais l'ordre est venu d'où pour que le ministre rwandais soit reçu avec tous ses honneurs? Le gouverneur militaire a été nommé par une ordonnance présidentielle. Le gouverneur militaire est le représentant du chef de l'État dans sa province. Si il a eu le courage de faire ces bourdes-là, sans l'aval de la hiérarchie, voyons voir, il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné, normalement. Parce que et si la sanction ne venait pas, quelle sera la conclusion? Il en va de soi. Si la sanction ne vient pas, c'est qu'il a certainement reçu l'ordre de la hiérarchie pour donner tous ses honneurs. Quelle hiérarchie? Soyez un peu plus clair. Non, mais vous savez, non, vous savez très bien que le gouvernorat dépend du ministère de l'Intérieur et que le ministère de l'Intérieur fait partie du pouvoir exécutif et que c'est le chef de l'État qui préside les conseils des ministres. Voilà, mais on poursuit avec cette émission. Mais que dire, que reste-t-il de ce discours-là
tenu par le président Tshisekedi partout dans le monde, que le Rwanda nous agresse? En fait, son discours reste vide de sens. Pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République a des leviers qu'il ne veut pas utiliser. Je me rappelle, pendant la campagne électorale, le président avait dit que nous avions des drones et qu'il suffisait qu'un seul Congolais soit tué et qu'il allait convoquer l'Assemblée nationale pour parler de la guerre. Mais il s'est défendu en disant que voilà, c'était que voilà, la campagne électorale. Hein. Donc il voudrait dire par là qu'il n'était qu'un démagogue. Ça c'est vous qui le dites. Hein? Ah, non, donc il voudrait dire par là qu'il n'était qu'un démagogue. En fait, dire que la RDC est agressée par le Rwanda et donner des honneurs militaires au ministre des Affaires étrangères du Rwanda par les autorités congolaises, ce sont des faits contradictoires. On se pose des questions. On sait très bien que le gouvernement congolais ou les acteurs congolais, les acteurs politiques congolais actuels ont été des pro-kagamistes à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Quand une frange de Congolais criait haut et fort que les accointances que M. Tshisekedi avait avec le Rwanda, ça nous laisserait un goût amer ça laisserait un goût amer au pays. Il y a eu un groupe de gens qui sont montés au créneau pour défendre Kagame. Ce sont ces nouveaux pro-kagamistes dont je parle. Donc, à un moment donné, on avait des gens qui défendaient le Rwanda bec et ongle dans le régime de Tshisekedi. Donc, ces gens-là, ils ont parfois du mal à convaincre la communauté internationale que nous sommes attaqués par le Rwanda. Parce que nous avons de la matière. Nous avons les rapports mapping. C'est un levier que le président de la République peut utiliser. Je ne parle même pas du président, que le gouvernement congolais peut utiliser pour faire du mal au Rwanda. Mais pourquoi ils ne l'utilisent pas alors qu'ils ont ce rapport-là dans le tiroir? Mais que les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que M. Tshisekedi ne veut pas utiliser les rapports mapping? Parce que le rapport mapping, c'est un gros dossier de 500 pages, 550 pages, allais-je dire, où 617 violations de graves violations de l'homme, des graves violations de l'homme, des crimes de guerre ont été commis au peuple congolais. Ces rapports font allusion à toutes ces violations-là. Et le Rwanda est mis en exergue. Les méfaits du Rwanda sont mis en exergue par les rapports mapping. Le président de la République, le gouvernement congolais ne veut pas utiliser les rapports mapping. Et d'ailleurs, les rapports mapping en question ne fait illusion qu'aux dégâts commis en RDC de 1993 jusqu'en 2003. Et dans cette période de 10 ans ou 6 mois si j'ai de bonne mémoire, on a compté plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués. Mais je m'en vais vous rappeler que de 2003 à aujourd'hui, il y a encore des exactions qui ont été commises. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne pourrait pas demander au Haut Commissariat de droits de l'homme de faire encore peut-être un deuxième rapport mapping pour voir les exactions qui ont été commises en RDC de 2003 jusqu'à aujourd'hui? On va encore trouver beaucoup de dossiers pouvant culpabiliser le Rwanda. Voilà, merci beaucoup Monsieur Guy Bikakala pour votre argumentaire. Nous allons prendre le dernier virage de cette émission où nous allons parler de l'élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis d'Amérique. Quelle est votre lecture par rapport à l'élection de Donald Trump? Je sais, pour nous, Africains, républicains ou démocrates, par rapport à la politique américaine, souvent il n'y a pas beaucoup de dividendes en Afrique.
ça dépend. Je parle de l'Afrique en général, ça dépend de certains pays. Mais personnellement, je trouve que l'avènement du président Trump à la présidence des États-Unis, c'est un moment mémorable. Ça pourrait être une bonne occasion aux dirigeants africains d'utiliser les mandats, en fait, d'utiliser les passages du président Trump dans les affaires pour pouvoir tirer les draps de notre côté. Donc, il y a vraiment matière, mais seulement il faudrait savoir comment l'utiliser. Je m'en vais vous rappeler que depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a eu 13 présidents américains qui sont passés à la Maison-Blanche. Et quant à mon pays, la RDC, parce que je suis congolais, je dois plus parler de mon pays, à la RDC, quand les démocrates sont au pouvoir, il y a beaucoup de problèmes qui se passent en RDC. Je m'en vais vous rappeler que je parlais de rapport mapping ici, que les méfaits en RDC, des exactions avaient commencé. Il y avait déjà des troubles à l'Est à partir ça avait commencé vers la fin de l'année 93. Je disais ici que le rapport mapping avait fait un état de lieu de 93 jusqu'en 2003. C'est pour dire qu'il y avait déjà des problèmes en 93. Mais curieusement, quand vous regardez, en 93, on avait un président démocrate. En 93, on avait un président démocrate. Je crois que c'est Bill Clinton qui était là comme président aux États-Unis de 93 en 2001. Et si nous avançons un peu, en 96, je me rappelle, c'est toujours M. Clinton qui était président de la République aux États-Unis. On a connu un certain Bill Richardson. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais c'est Bill Richardson. Il était ambassadeur des Nations Unies. Il était ambassadeur américain aux Nations Unies. J'étais encore jeune, mais je voyais comment il venait harceler M. Mobutu quant à la question des réfugiés rwandais à l'est de notre pays. Donc, c'était encore des républicains qui étaient au pouvoir. Et quand on avance un peu, en 2001, notre président le fait M. Désiré Kabila a été tué. C'était des démocrates qui étaient en force aux États-Unis. Nous avançons un peu. En 2001, au mois de janvier, c'était un républicain qui avait pris la présidence des États-Unis. C'est George Bush qui était devenu président. Mais il y avait des retombées assez positives dans mon pays. Parce qu'à l'époque, avant 2001, le pays était divisé. Il y avait les MLC, il y avait les RCD, il y avait le gouvernement. Et c'est les démocrates qui étaient là. Quand Bush, qui est un républicain, est passé aux affaires, c'est à titre pédagogique. Donnez-moi le temps un peu. Allez-y. Oui. Bien que nous sommes déjà en train de nous acheminer vers la fin, mais allez-y. Quand Bush a pris les affaires, qui était un républicain, on a quand même eu un dialogue intercongolais. Donc le Congo a été réunifié pendant qu'un républicain était dans les affaires. C'était sous l'administration Bush. Et puis, je ne vois que le côté positif des républicains. J'ai fait un petit résumé. Nous pouvons aller avec le temps, et puis vous remarquerez que on a connu M. Trump à la présidence, et c'était pendant que M. Kabila cherchait à vouloir tirer les choses en longueur. Nous avons reçu Madame Niki, qui a fait pression à M. Nanga pour pouvoir organiser les élections. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va aussi avoir des implications sur la vie politique en Afrique, notamment en République démocratique du Congo? Je le crois fermement, je sais que ça aura
des implications, ça va dépendre des latitudes des acteurs politiques au Congo. Ça va dépendre des latitudes que le gouvernement congolais va prendre par rapport. Quelles sont les motivations, quelles sont les démarches qu'ils vont faire pour pouvoir avoir gain de cause à l'ère des Hydrata. Mais beaucoup de gens aussi pensent que cela ne va rien changer, d'autant plus que Trump était déjà aux affaires. Ça n'a pas apporté grand-chose en Afrique, et surtout pas en République démocratique du Congo. C'est pas aujourd'hui que les choses vont changer. En fait, d'autant plus qu'il reste le même. Je m'en vais vous dire, je sais que, en principe, étant nationaliste, nous ne pouvons pas attendre grande chose des autres. C'est-à-dire, le Congo, pour que le Congo puisse développer, la force doit venir de l'intérieur. C'est vrai que nous pouvons être aidés par des États amis, entre autres les États-Unis, mais la force motrice doit venir de chez nous. Mais je garde aussi en mémoire que M. Trump a aidé le Congo d'une façon ou d'une autre, parce qu'il avait voulu que la constitution actuelle soit respectée. Il avait voulu à ce que Kabila ne puisse pas s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est aider le peuple congolais. Ça, c'est prôner la démocratie. Donc, vous pensez qu'il va encore aider le peuple congolais pour que Tshisekedi ne change pas la constitution, c'est ça? En fait, ça va dépendre des forces internes au Congo et de certaines forces externes. Ça va dépendre de l'attitude du Congolais. Si les Congolais veulent... Les Américains interagissent avec les gens par rapport aux valeurs, par rapport à ce que vous leur donnez comme image. Si vous donnez l'image que vous êtes sérieux, ils vont vous prendre au sérieux. Si vous donnez l'image que vous n'êtes pas sérieux, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Ils vont d'ailleurs en profiter. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau Monsieur Guy Bikakala. Mais comme il est de coutume dans cette émission, nous donnons toujours un dernier mot à nos invités. Monsieur Guy, votre dernier mot avant de se séparer. Mon dernier mot est que je demanderai au gouvernement congolais de saisir de certaines opportunités pour faire avancer les choses de notre côté. Je m'en veux aussi rappeler que M. Tshisekedi est allé à Kisangani. On a aussi parlé des victimes de la guerre du 5 juin, mais on a aussi distribué l'argent. Cet argent-là est venu parce qu'il y a un certain M. Kabila qui a demandé à ce que notre pays, le Congo, puisse porter une plainte à la Cour internationale de justice contre l'Ouganda et le Rwanda. Nous avons eu gain de cause. L'Ouganda a été condamné. Le Rwanda a été exempté parce qu'il n'était pas partie signataire de certaines choses. Mais aujourd'hui, là, nous avons la possibilité de pouvoir faire avancer les choses. Il faut seulement saisir les bonnes opportunités, frapper aux bonnes portes, être d'abord sérieux, et je crois qu'on peut avoir gain de cause. Conclusion par rapport au sujet sur la révision constitutionnelle? Je dirais qu'il est patricide. J'ai mis un accent sur ce terme. Il est patricide de vouloir revoir la Constitution, surtout en touchant aux articles interdits. Ces articles-là ont été verrouillés parce qu'on ne voudrait pas avoir un homme fort. Le Congo n'a pas besoin d'un homme fort. Le Congo a plutôt besoin des institutions fortes. C'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Guy, de nous avoir donné cette opportunité de réaliser cet entretien. Nos portes sont grandement ouvertes. Vous pouvez revenir quand vous en aurez besoin. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Congo Diaspora News, cette chaîne qui fait la promotion de la diaspora intelligente. Où que vous soyez, contactez-nous si vous avez besoin de donner votre opinion. Nous serons de vôtres, nos portes seront grandement ouvertes pour vous accueillir. Merci et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.